maintenant Boris, le gophique d'Endro Cosmétiques, qui nous vient des Côtes d'Armor. Alors, Boris, est-ce que tu es dans le coin? Je vois pas. Si, il arrive, Boris. Ok, très bien. Je crois que tout à l'heure, on m'avait dit que tu n'avais pas de slide, c'est ça? Eh, je ne saurais que t'encourager dans cette voie. Alors, on va parler cosmétique et le cofondateur d'Endro Cosmétiques, une boîte du 22 qui a une croissance fulgurante avec des produits très vertueux. Tu as 10 minutes pour en parler. Donc voilà, je te laisse le micro, Boris. Bah, Et merci, je te promets qu'on n'aura aucun problème sur les slides. Voilà, comme il n'y en a pas. merci, bonjour à tous. Donc ouais, pas de slide, j'ai été traumatisé quand j'étais en école avec les slides et j'ai plutôt bien fait apparemment. Je m'appelle Boris Le Goffic, je suis breton comme mon nom l'indique, je viens de Lannion. Avec Marion qui est mon associé et accessoirement aussi ma compagne, on a créé Endro Cosmétiques en 2019. On est concepteur et fabricant de cosmétiques bio, naturels, avec l'idée et la vision de se dire que le plastique dans la cosmétique, c'est pas automatique. En gros, c'est un petit peu ça. Euh, L'histoire, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous raconter un peu cette histoire-là et de vous expliquer comment et pourquoi le digital a réussi à nous propulser assez rapidement à des niveaux qui auraient été compliqués sans le digital, tout simplement. L'histoire, elle commence avec Marion. 2018, elle passe au do-it-yourself. Donc, elle en avait un petit peu marre des déodorants, notamment, qui étaient avec des sels d'aluminium, qui n'étaient pas forcément clean et avec du plastique. Du coup, elle commence à le faire soi-même, c'est-à-dire le do-it-yourself. Elle voit que ça marche bien. Elle commence à en offrir à sa famille, à ses amis. Et au lieu, leur donne la recette avec. Et au lieu qu'ils refassent eux-mêmes, il lui propose en fait de les racheter. Et là, on se dit tous les deux, bon, il y a peut-être un truc à faire, de proposer des cosmétiques simples, sains, avec le moins de plastique possible, mais qui restent efficaces. Et c'était le point un petit peu dérangeant à l'époque. Donc on est en mars 2019 et on se dit, bon ok, on va lancer notre marque de cosmétiques, sauf qu'on n'y connaît absolument rien en cosmétique. Elle est architecte, moi je travaillais chez Coca-Cola. Deuxième point, on n'y connaît rien non plus à l'entrepreneuriat. Donc on s'est un petit peu renseigné. Pour vous donner un peu d'idée, il y a à peu près 500 marques de cosmétiques qui se lancent par an en France. Donc pour sortir du lot, c'est assez compliqué. Pour lancer une marque de cosmétiques, vous avez 4 choix. Le premier, c'est de faire du 100% digital. Quentin des minimums tout à l'heure, ce qu'on appelle les DNVB. Je cible directement mon client, donc je fais que de l'acquisition Facebook, Google, et après je fidélise mon client que via mon site e-commerce. La problématique, c'est qu'en ce moment, avec les coûts d'acquisition qui explosent, c'est assez compliqué comme modèle. Deuxième choix, c'est d'aller dans la distribution physique, donc tout simplement de distribuer dans des magasins. J'avais l'expérience Coca-Cola, où Coca-Cola n'est pas parfait, mais a quand même des méthodes qui fonctionnent plutôt bien en distribution physique, et qui m'avait dit, pour que les personnes achètent ton produit, il faut qu'il y ait minimum 7 points de contact avant qu'ils achètent. Donc ça a fait murmurer clairement notre stratégie. Donc la deuxième solution, c'était la distribution physique. Troisième solution, c'était de créer ses propres magasins, comme Grand Sale par exemple. Enfin, Grand Sale fait les trois, créer ses propres magasins. Pas forcément intéressant pour nous parce qu'on n'avait que 4 petits déodorants, ça aurait été un peu léger dans une boutique. Donc on a pris la quatrième proposition qui était de faire un mixte, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les ONVB. Donc c'est de l'omnicanal, du multicanal aujourd'hui qui se développe énormément. Donc là on est en 2019, on lance via une campagne de financement participatif sur Ulule. Donc déjà on était digital natif au départ, ce qui nous permet de générer un peu d'argent et en même temps on commence à démarcher des magasins. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous raconter un petit peu comment on s'est développé sur le digital via le e-commerce et comment à côté de ça, on a réussi à développer notre stratégie B2B en magasin. Donc le e-commerce, c'était assez simple. Fin de campagne Ulule, on fait une belle campagne Ulule, on vend 1500 déodorants. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça nous faisait 15 000 euros. Et du coup, on lance notre e-commerce dans la foulée. Moi, honnêtement, j'y croyais pas du tout au e-commerce. Je me dis, mais comment des petits. Je vous ai pas expliqué comment sont nos déos, mais c'est des petits déos dans des petits bocaux qui sont réutilisables et consignables aujourd'hui, type le parfait. Je me dis, mais comment on va réussir à vendre ça sur le e-commerce? Et ben, c'était assez impressionnant. Dès qu'on a lancé, en fait, on s'est dit, on investit 50 euros tous les jours de pub pour faire de l'acquisition. Et l'idée, c'est de viser un x4 en termes de chiffre d'affaires. Donc, pas forcément d'être très rentable, mais au moins de faire découvrir le produit à nos clients et au fur et à mesure
de les fidéliser sur ce produit-là. Donc on a commencé avec 50 € au départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un budget énorme pour démarrer. C'était le cas en 2019, c'est un peu moins le cas maintenant. 50 € tous les jours. Et au fur et à mesure, on avait nos 200 € au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc on a continué cette stratégie-là en visant plutôt sur un 3,5. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on investit à peu près 1 000 € par jour. Donc 30 000 € mensuels sur Google et sur Facebook. Enfin, au complet. Donc ça c'était vraiment notre stratégie de digitalisation. Donc dans la digitalisation e-commerce, il y a l'acquisition. Comment je réussis à acquérir mes clients. Si vous êtes que sur du paid, vous êtes mort parce qu'au fur et à mesure, les coûts d'acquisition augmentent et vous ne serez jamais rentable. Donc aujourd'hui, nous, on a le triptyque suivant, 30% d'acquisition payante, 30% qui viennent via du contenu et 30% via du SEO. On essaye de maintenir ces ratios-là pour que notre marque soit pérenne dans le temps. Deuxième solution que font d'autres marques, c'est qu'ils appuient sur l'accélérateur, ils lèvent 10 millions d'euros, ils ont un coût d'acquisition à 150 € et ils se disent que sur le long terme, il y aura une lifetime value, c'est-à-dire que tout ce que va dépenser le client chez eux, ça sera rentable, mais à 2 ou 3 ans. Ce n'est pas le parti qu'on a pris. Donc ça, c'est pour notre acquisition e-commerce. Notre objectif, nous, en e-commerce aujourd'hui, c'est d'être notre PNL, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout le chiffre d'affaires et toutes les charges, qu'on soit à zéro. Vraiment, ça, c'est notre objectif. Qu'on ne soit pas négatif, donc ça prend en compte les salaires, les coûts de structure, etc. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, on a lancé notre stratégie B2B. Et ça, c'est assez étonnant. C'est que quand je dis qu'on est plus rentable en B2B qu'en B2C, les gens ont du mal à comprendre. Un magasin, vous avez un coût d'acquisition de départ. Soit vous allez le visiter, soit vous l'appelez. Voilà, en gros, c'est les deux façons de faire. Nous, notre stratégie était la suivante. On appelle le magasin parce qu'on n'avait pas le temps ni l'énergie, enfin l'énergie si, mais surtout l'argent pour aller sur le terrain, prendre la voiture, aller voir le magasin et lui faire découvrir les échantillons. On avait une stratégie d'email, on appelait à froid, on échantillonnait et on closait le magasin derrière. Donc ça nous a permis de gagner 100 magasins pendant 3 ans tous les mois. Donc ça fait à peu près 3000 points de vente aujourd'hui. Une stratégie qu'on a décuplée avec d'autres commerciaux derrière. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, un coût d'acquisition d'un magasin, pour nous, c'est 120 € et ça fait en moyenne 2000 € à l'année. Derrière, une fois que vous avez acquis votre magasin, lui, il recommande et c'est lui qui fait l'effort de vente. Vous l'animez, vous avez vos commerciaux, etc. Mais il achète en plus gros. Les transports sont économisés parce que vous envoyez au moins entre 50 et 100 produits. Et du coup, le rapport au produit est beaucoup plus intéressant. Du coup, c'était vraiment notre stratégie à nous de se dire, on axe le e-commerce vraiment sur de la notoriété, sur le premier achat. On leur montre qui on est. On crée du contenu sur à la fois l'histoire, à la fois sur la transpiration, parce qu'on vend des déodorants d'abord, et maintenant on vend aussi beaucoup de gammes purifiantes. Donc on devient en fait des spécialistes de 3 choses, d'entrepreneuriat, de boutons et de transpiration. Comme ça, c'est pas super dit, mais ça marche bien, parce que les gens nous font confiance. Et c'était intéressant tout à l'heure sur la confiance, c'est exactement ce que recherchent les gens. Ils veulent du visage, ils veulent voir qui y a derrière. Donc on a tendance à leur montrer aussi comment sont fabriqués les produits, où ils sont fabriqués, par qui. Et ça donne énormément de confiance par rapport à d'autres marques. Je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup vu les usines de Nux, par exemple. Donc nous, comment on peut réussir à se diversifier et à attaquer ces mastodons-là? C'est en leur proposant autre chose. En leur proposant peut-être une aventure un peu plus humaine, un peu plus artisanale, mais qui reste quand même hyper intéressante pour eux parce qu'avant d'acheter un produit, ils achètent une histoire. Donc le B2B, deuxième stratégie. Le e-commerce nous permet de faire en fait du sell-out en B2B. Je vous parlais de Nux. Nux, c'est facile, ils arrivent en pharmacie, ils mettent un vendeur qui vient tous les 15 jours faire des animations, des points de vente, des échantillonnages. Nous, sur notre modèle économique, c'est impossible. Par contre, si on arrive à toucher ces clients-là qui vont dans les points de vente via notre e-commerce, soit qui ont déjà acheté chez nous, soit qui n'ont pas envie d'acheter chez nous, mais qui voient le produit en boutique, je vous ai dit tout à l'heure, 7 fois avant d'avoir un achat, et bien là, ça devient intéressant. Parce qu'il voit le produit, peut-être que la première fois, il ne va pas l'acheter, mais il va peut-être aller sur notre site, regarder 1 ou 2 articles de blog et se dire « Ouais, c'est pas mal finalement, il y a des bons avis, il y a beaucoup d'éléments de réassurance, et là, je peux l'acheter. » Donc en fait, on a animé aujourd'hui tout notre B2B
via notre e-commerce. Et ça, les magasins ont apprécié. Parce que c'est un deuxième effet vertueux, c'est que les magasins entre eux se disent « Ah ouais, ça marche ». Et nous, on est beaucoup présents en pharmacie, en magasin bio, en magasin vrac. Ils discutent entre eux. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle gamme qui fonctionne bien, ils aiment bien tous l'avoir. Donc, on a eu cet effet vertueux-là qui était hyper intéressant. Ce qui nous a permis aujourd'hui de réaliser, on finit notre 3e année à peu près 5 millions de chiffre d'affaires. On est une quarantaine dans l'équipe et on est toujours autofinancé. Donc ça, c'est aussi une fierté de notre côté. Cette stratégie-là a quand même un gros défaut. C'est que le B2B est concurrencé par le e-commerce. Si on n'explique pas à nos magasins notre stratégie globale de départ que je viens de faire, bah nous, on est capable de faire du moins 15, moins 20% sur nos produits pour acquérir le premier client. Eux ne sont pas capables de le faire. Économiquement, ce n'est pas possible. Donc, ils ont l'impression qu'on vient piquer les clients qui achètent chez eux directement sur notre e-commerce. Alors que notre stratégie globale, c'est exactement l'inverse. Donc, il y a une semaine, il y a 10 jours, on a lancé une nouvelle gamme et on a décidé de fermer notre site e-commerce pendant 10 jours. Je tiens à préciser, j'ai entendu dire qu'on l'avait fermé complètement. On ne peut pas se permettre de faire une croix sur 30% de notre chiffre. On l'a fermé pendant 10 jours, ce qui permettait tout simplement de garder l'exclusivité du lancement aux magasins B2B qui ont envie de nous suivre. Résultat, on fait un super lancement B2B, on fait un lancement B2C qui est très moyen. Voilà un petit peu, c'était aussi être innovant de proposer cette chose-là. Mais notre volonté suivante, c'est vraiment, le client il achète sur le e-commerce, mais on le pousse directement dans les magasins derrière avec des emails automatisés, etc., qui proposent le point de vente le plus proche. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire pour se développer en termes de commercial, mais Endro est d'abord une entreprise née sur le digital et profondément digitale. Petite anecdote, je recrute une comptable en interne il y a 1 an et demi, elle s'appelle Sylvie, elle a 62 ans. Elle arrive et la première chose qui est faite, c'est on avait un super CRM, qui est celle-ci d'ailleurs, elle commence à imprimer les factures et à les mettre dans le classeur. Et là, je lui dis, oh, non, Sylvie, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est plutôt l'inverse. Hein. On va plutôt apprendre à scanner qu'à imprimer. Et au début, ça lui paraissait complètement fou de tout mettre sur une base de données en termes de risque, notamment de cybersécurité ou de perte d'informations. Elle trouvait ça plus intéressant d'avoir ses classeurs. Aujourd'hui, elle n'a plus du tout le même discours. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est possible pour tout le monde de largement y passer. Tout ce qui est facture, tout ce qui est fiche de paye, évidemment, tout ça, on a tout digitalisé et chez nous, c'est obligatoire. Hein. Il n'y a pas de notion de papier. 30 tout ça pour secondes, vous dire. Boris, ouais, c'est moi qui te parle. À ta droite, derrière toi, c'est moi. Non, c'était juste pour j'essaie de faire un peu d'être le timekeeper, tu sais, donc J'ai fini. c'est mon rôle. D'accord, Là, il me reste 30 secondes. Ok, on est bon. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que Internet a quand même énormément rebattu les cartes. C'est-à-dire qu'une entreprise comme nous qui serait lancée il y a 20 ans, on n'aurait jamais eu la possibilité d'avoir cette aura-là, de pouvoir toucher 1 million de personnes par mois via les réseaux sociaux, via LinkedIn, via d'autres distributions spécialisées, ça aurait été impossible. Donc Internet et la digitalisation en général est un facteur quand même hyper intéressant pour des boîtes jeunes qui peuvent aller titiller un petit peu les gros avec des stratégies un petit peu innovantes et qui peuvent coûter un petit peu moins cher. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup Boris pour ton témoignage. 2-3 questions. Tu parlais de contenu, tu parlais de référencement naturel, donc du coup du contenu, qui dit contenu dit rédactionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est un sujet en interne, est-ce que c'est internalisé? Est-ce que vous produisez, à quelle régularité vous produisez du contenu? Et est-ce que c'est vraiment la clé de voûte pour optimiser les moteurs de recherche et pour actualiser la page en référencement naturel? Très bonne question. Nous, jusqu'il y a 1 an, voilà, on était vraiment plutôt basé sur le payant, comme je l'ai dit, mais là, on est passé sur du 30-30-30, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 7 personnes en interne qui font de la communication, hein, donc sur une quarantaine de personnes, c'est assez fort, c'est beaucoup. Mais par contre, ils ont des objectifs de sortie d'articles, de posts, de contenus, de vidéos par semaine et par mois, plus par trimestre.
On utilise aussi beaucoup les freelances, donc on ne peut pas être spécialisé sur chaque domaine. Donc il y a des personnes qui écrivent très bien, qui ont de très belles plumes et qui nous aident, qu'on paye et qui écrivent des articles plutôt intéressants, mais qui gardent les valeurs et la plume de la boîte aussi. C'est ça qui est important. Ok. Et tu disais 7 personnes dans l'équipe communication. Les métiers, c'est quoi? J'imagine qu'il y a de la photo, vidéo, community management, justement rédactionnel. C'est ça, Ouais. il y a une CM, donc la CM, elle est là pour répondre Community manager. Ouais. oui, pardon, à toutes les questions. Répondre aussi, créer les posts plutôt Facebook, Insta. Après, on a 2 personnes en vidéo, une personne en photo. Et après, on a une personne qui est vraiment dans l'analyse. Donc là, qui va vraiment aller chercher les axes de développement. Et à côté de ça, on a une agence SEO et une agence payante. Donc pour animer le site, tout simplement. Aujourd'hui, on a un site qui fait 1,7 million cette année de chiffre d'affaires. L'idée, l'année prochaine, c'est de faire 30% de croissance, mais d'améliorer la renta. Voilà. Ok. Sur le e-commerce. Et juste précision, tout à l'heure tu parlais d'outils CRM, parce qu'on en a parlé de 2-3 tout à l'heure. Clément avait parlé de Salesforce, il y a HubSpot. Tu as parlé de celle-ci, c'est une boîte de La Rochelle, je crois, hein, qui a effectivement un très bon logiciel. Donc même si c'est pas breton, hein, on a fait une petite entorse au règlement de la journée, on a le droit de citer une boîte de La Rochelle qui a une bonne expertise. J'avais une autre question, mais j'ai oublié évidemment, mais c'est pas grave. Ouais, juste à parler de cybersécurité, donc ça va faire une super transition avec l'étape d'après parce qu'on va parler avec Cadio et BZ Hunt des cyberattaques. Ah oui, la question c'était, tu parlais d'objectifs quantifiés, même en rédactionnel, d'articles, etc. On a 2-3 speakers ont parlé des aspects OKR, avoir des objectifs qui sont transformés. Est-ce que c'est voilà, là-dessus il y a des métriques chez vous, ça fonctionne comme ça, Ouais, quoi. on est en OKR aussi. On fonctionne par cycle, nous, de 4 mois, avec un entretien de mi-année, enfin de quadrimestre, on va dire, avec son manager. L'idée, c'est que on crée la stratégie en collaboratif et après, on la descende au fur et à mesure sur chaque strate, sur chaque personne. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont je parle vraiment marques là, hein, que ce soit cosmétiques ou autres, qui ont de très beaux produits, mais qui dans l'exécution ne sont pas efficaces parce qu'ils n'arrivent pas à poser, à analyser. Donc moi j'adore analyser, j'adore quantifier les choses et j'ai du mal quand c'est pas le cas. Donc dès qu'il y a un ROI qui est difficilement calculable, c'est un peu compliqué. C'est plutôt Marion qui gère, qui est plutôt la partie créative de la boîte, qui est pas du tout comme moi heureusement. Et je pense que quand même de quantifier et d'analyser ce qu'on fait permet clairement d'avoir et de prendre des décisions, je pense sur le long terme en tout cas, plus intéressantes. Eh ben c'est top. Merci. Donc l'utilisation de la data qui est majeure, là aussi dans une boîte de cosmétiques. Donc On y a accès, c'est dommage transversal. de s'en priver quand même. Ok. Allez, encore des applaudissements pour Boris, Merci s'il vous beaucoup. plaît. Merci Boris. Super. J'ai oublié de dire, c'est le seul jour depuis 3 ans que le site n'est vraiment pas accessible parce qu'on est en maintenance aujourd'hui. Donc vous pouvez pas voir. On a un nouveau site qui sort demain par contre. Et je fais également une petite annonce parce qu'il y a Marion, c'est Marion, ta cofondatrice, Marion, qui l'autre jour était enregistré un podcast dans nos locaux. Donc ça va sortir chez Plein Phare dans quelques jours. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Endro, connectez-vous sur les podcasts, le podcast de Plein Phare. Et